n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi. Ce sont les mots du philosophe Émile Cioran. Approfondir, c'est s'éloigner un moment de ses idées pour les remettre en question. Le philosophe français Gaston Bachelard dit que face au réel, ce qu'on croit savoir offusque ce qu'on devrait savoir. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un moyen pour surmonter cet obstacle. Je commence avec un exemple sur le port d'armes, pour vous montrer comment nos opinions peuvent nous conduire à une observation imprécise et partielle de la réalité. Le port d'armes est un sujet assez controversé dans plusieurs pays, et au Brésil, il est interdit depuis 2003. Et ce sujet est discuté assez souvent par toute la population. Et donc, il y a quelques semaines, j'étais en train de regarder le débat sur l'Internet, et j'ai trouvé un des participants de ces débats qui a noté qu'après 2003, l'année de l'interdiction, le nombre de victimes d'armes à feu a augmenté. Alors, la loi sur le désarmement n'a pas été efficace pour combattre la violence. Et pour cette raison, il était favorable à l'armement de la population. Bon, j'ai décidé de chercher des chiffres, des données officielles pour vérifier si cette information était vraie ou non, et voilà ce que j'ai trouvé. On constate que malheureusement, c'est vrai. Malgré une diminution du nombre de décès par arme à feu juste après l'interdiction en 2003, aujourd'hui, il y a plus de victimes. Donc, je pensais, ok, donc peut-être on peut vraiment dire que la loi sur le désarmement n'a pas été une bonne idée. Mais assez vite, j'ai pu constater que cette personne a fait une observation partielle de la réalité. Parce que si on regarde quelques années en arrière, depuis 1980, voilà ce que on peut trouver. Observez que la loi sur le désarmement a en fait contribué au ralentissement de la croissance du nombre de victimes. C'était un résultat plutôt positif. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire « je suis favorable à l'armement de la population » tout simplement en regardant la moitié des données, voire moins? Non, c'est assez impartiel. Partiel, pardon. Mais bien sûr que le débat ne s'arrête pas ici. On peut dire, par exemple, ok, mais si quelqu'un utilise un couteau pour tuer quelqu'un, parce qu'il n'a pas d'accès à des armes à feu, alors la victime ne sera pas prise en compte dans ces statistiques ici. Mais il s'agit toujours d'un homicide, non? Et quelle est la différence? On peut aussi supposer que les citoyens étant désarmés, il devient plus difficile d'agir en légitime défense. De sorte que peut-être c'est la vie des criminels qui est épargnée. Et cela ne signifie pas que la violence et la criminalité ont diminué. D'autant plus que les armes utilisées dans ces crimes-là sont toujours illégales. Et elles continuent à circuler malgré la prohibition, l'interdiction. Mais bon, il faut s'y approfondir sur ces arguments-là, sur ces questionnements, tout à fait. Mais ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est qu'il est vraiment difficile de connaître tous les facteurs qui sont impliqués dans un sujet. Et ne parlons même pas sur la difficulté de comprendre l'impact de chacun de ces facteurs sur le résultat global. D'après vous, combien de variables sommes-nous capables d'évaluer simultanément pour prendre des décisions? 2, 5, 10? La réponse est 4. Selon l'article « Combien de variables les humains peuvent-ils traiter ?», écrit par des scientifiques australiens de l'Université de Queensland et de l'Université Griffith, nous sommes capables d'évaluer au maximum 4 variables simultanément pour prendre des décisions, pour raisonner. Et dans ces contextes-là, je vous pose une question. Combien de facteurs faut-il prendre en compte pour évaluer des sujets tels que la privatisation des entreprises, les crises humanitaires, économiques, politiques, l'avortement, l'euthanasie, le port d'armes et tous ces sujets auxquels nous sommes confrontés au quotidien? Bon, le problème n'est pas l'opinion. Le problème,
c'est de forger une opinion et de la diffuser sans avoir conscience de tous ces facteurs qui sont impliqués. Cette démarche est dangereuse. Dans son œuvre Psychologie, technologie des idées, idéologie, le psychologue américain Barry Schwartz défend que les idées peuvent avoir des effets profonds même lorsqu'elles sont fausses, même lorsqu'elles ne sont que des idéologies. Il propose une comparaison entre les technologies et les idées. Si une technologie est mauvaise, on ne l'utilise plus. Elle disparaît. Mais si une idée est fausse, les gens créent de manières de vivre et d'institutions qui sont cohérentes avec ces idées, de sorte à les rendre réelles. Il y a une histoire que je veux vous raconter maintenant. Il s'agit d'une histoire d'un vendeur de hot dog. Il vivait sur le bord de la route, il n'avait pas de radio ni de télévision, il ne lisait aucun journal, mais il faisait le meilleur hot dog de la région. Il avait installé sur la route des affiches pour faire connaître son produit. Et les ventes augmentaient, et de plus en plus, il achetait le meilleur pain, le meilleur saucisse. Il a même acheté un poêle un peu plus grand pour servir le nombre croissant de clients. Et un jour, il a décidé d'appeler son fils pour l'aider. En arrivant, le fils a remarqué que son père vivait comme d'habitude. Il vendait des hot dogs et dépensait de l'argent avec des affiches. Donc, il lui a dit, « Papa, n'as-tu pas écouté la radio? Ne lis-tu pas les journaux? Une grande dépression s'annonce. Le scénario international est bouleversé. La situation domestique est pire encore. Il faut économiser de l'argent. » Craignant la crise, le père a cherché un fournisseur de pain un peu moins cher. Il a commencé à acheter des saucisses un peu moins chères. Mais cela n'était pas suffisant, donc il a décidé de ne plus dépenser de l'argent avec des affiches pendant quelques mois. Et avec ces mesures en place, finalement, les ventes ont commencé à diminuer, et ont diminué à des niveaux insupportables. Et le commerce de hot dog, qu'autrefois générait des ressources, a fait faillite. Et le père, triste, dit à son fils, « Mon fils, tu avais raison. Nous sommes vraiment en pleine période de grande dépression. » Les croyances peuvent être autoréalisatrices. Réfléchissez bien à propos de ce en quoi vous croyez, d'autant plus que nous pouvons être des victimes d'idées et d'arguments fallacieux, car ils sont souvent présentés de manière bien structurée, apparemment logique, assez convaincante. Et dans ces contextes, je me permets de mentionner encore une fois une pensée de Gaston Bachelard. Il dit que notre esprit a l'irrésistible tendance à considérer comme plus claire l'idée qui lui sert le plus souvent. Et face à cette situation, nous nous laissons convaincre plus facilement par des sophismes, par des arguments qu'on a envie d'entendre. Donc après avoir forgé une opinion, nous cherchons à la conforter. Et pour la soutenir, parfois nous utilisons les mêmes arguments fallacieux qui nous ont convaincus. Nous avons tous déjà procédé de cette manière. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce défaut de raisonnement est un fait naturel. Parce que la capacité à raisonner est quelque chose qui demande du temps pour être amélioré. Pour vérifier cela, il faut tout simplement que vous réfléchissiez à combien de personnes sages, à l'âge de 20, 25 ans, vous connaissez. Pas trop, je suppose. Selon George Lakoff, professeur de linguistique cognitive à l'Université de Californie, ce sont nos pensées inconscientes et automatiques qui tendent à former notre positionnement politique. Ici, il parle du positionnement politique, mais j'ose dire que cela peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Selon lui, depuis que nous sommes des enfants, nous avons la tendance à associer des expériences les unes avec les autres, lorsqu'elles se produisent simultanément, de façon récurrente. Par conséquent, nos expériences de bien-être et de mal-être sont souvent reliées à d'autres expériences. Je vous donne un exemple assez simple. Si je ressens de la peur dans l'obscurité et je me sens soulagée quand il devient clair, alors je vais percevoir l'obscurité comme quelque chose de mauvais et la lumière comme quelque chose de bien. Simple, on est d'accord. Mais nous faisons aussi ces genres de corrélations avec des enjeux beaucoup plus profonds, tels que la moralité et l'immoralité.
tout au long de notre vie, au sein d'une culture, d'une famille, nous associons certaines expériences au concept de moralité et d'autres expériences au concept de l'immoralité. Et cela s'est produit inconsciemment. Il nous mène à défendre de façon automatique le point de vue qui ne nuise pas à notre conception de moralité. Réfléchissez. Quelle est la réaction la plus naturelle d'une personne quand elle sent que sa conception de moralité est mise à l'épreuve? Est-ce qu'elle va dire « Ah, quelle belle opportunité pour réfléchir, pour mettre en question mes croyances. Super, je suis contente. » La plupart du temps, ce n'est pas cette réaction-là que je vois. Mais pourquoi? Bien, tout simplement parce que ce qu'une personne juge être moralement correct est construit au fil des années, à travers ses expériences, bien sûr, à travers l'opinion de ceux qui l'entourent, de ceux à qui elle fait confiance. Et alors, si une opinion contraire à la nôtre nous est présentée, nous sommes mis au défi, très souvent, d'accepter que ce qui a été si solidement construit en nous peut être faux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous auto-évaluer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être aussi étonné que ça dans ce genre de situation? À l'école primaire, grâce à mon enseignante d'histoire, j'ai pu connaître un moyen très efficace qui peut nous aider dans ce genre de situation. Je veux partager cette histoire avec vous. Elle a assigné à chacun d'entre nous la tâche de représenter un président de la dictature militaire au Brésil. Il fallait défendre son gouvernement et ses actes. Et en revenant au rôle d'étudiant, il fallait mettre en question les actes des autres présidents. Le but de cette activité était de nous faire connaître plus profondément cette période de notre histoire. Et j'ai été mise au défi de me faire l'avocat du diable, parce que Costa Silva, le président qui m'a été assigné, a été le responsable de l'institutionnalisation de la dictature, qui était jusqu'alors un régime militaire diffus. Ça commençait bien. Son gouvernement se caractérisait par de fortes répressions au mouvement d'opposition. Et grâce à l'acte institutionnel numéro 5, connu comme AI5, les libertés démocratiques et les droits constitutionnels des citoyens peuvent être suspendus, permettant à la police de mener des enquêtes, des poursuites et même des arrestations sans avoir besoin d'un ordre judiciaire. Et le résultat? Bien sûr que cela conduit à de graves violations des droits humains, telles que la torture. Et voilà la fleur que j'étais chargée de défendre. Et je l'ai fait. Je passais des semaines à chercher des arguments pour réfuter les accusations. Il n'y en avait pas trop. Donc, j'ai tenté de trouver assez de points positifs dans le but de détourner un peu l'attention de ces petits scandales humanitaires. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé plusieurs arguments. Selon les témoignages de plusieurs personnes qui ont vécu à cette époque, l'éducation a été améliorée. Il y a eu l'un des plus grands développements industriels de l'histoire du pays. Et la criminalité a chuté. Il y a ceux qui disent qu'ils se sentaient plus en sécurité à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et bon, je vais montrer ces aspects du régime militaire, du gouvernement de Costa Silva, en tentant de convaincre les personnes de leurs bénéfices et condamnant l'impartialité avec laquelle ce régime était jugé. À la fin, j'ai une bonne note, j'ai réussi l'exercice, mais je veux que ça soit clair qu'un régime extrémiste n'est certainement pas moralement défendable, on est d'accord. Donc, dans cette situation ici, je n'ai pas changé mon opinion. Néanmoins, j'ai pu la rendre mieux informée grâce à toutes ces histoires qui ne m'avaient jamais été racontées. Et cela fait déjà 8 ans que j'essaye de répéter cet exercice à chaque fois que je me rends compte que je suis en train de forger une nouvelle opinion. Et je vous invite à faire le même. Essayez de défendre un point de vue différent du vôtre, voire opposé. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de remettre en question les principes fondamentaux de votre croyance. Vous allez constater que de cette manière, vos opinions ne poseront plus un obstacle majeur à la connaissance, à la vérité. Il faut être conscient
que nous ne sommes pas sûrement capables de traiter 10 variables à la fois, que nos opinions peuvent nous éloigner de la vérité. Néanmoins, même si l'opinion a souvent tort, les moyens pour surmonter cet obstacle sont ici, sont à notre disposition. Socrate a déjà dit il y a longtemps, « Connais-toi toi-même ». Nous ne pouvons nous corriger que si nous interrogeons notre savoir. Trop souvent, on entend sans écouter, on parle sans rien dire, dans ce besoin d'imposer nos idées, nos opinions, dans cette peur d'avoir tort, d'être contrarié, comme si le fait d'avoir quelque chose à dire était plus important que notre engagement à la vérité. En tant que membre d'une école d'ingénieurs, nous sommes déjà très habitués à la rigueur scientifique. Pourquoi ne pas l'appliquer dans les autres domaines de notre vie? Il faut nous poser de bonnes questions avant de chercher les réponses. Alors, laissons nos opinions clarifiées plutôt qu'obscurcies. Laissons-les édifier plutôt qu'y détruire. Et surtout, laissons-les nous rendre plus prudents, car c'est ainsi que nous allons évoluer vers la sagesse, la justice, la vérité et la tolérance. Merci.